bonjour. Très heureux que vous soyez réunis dans cette super salle. Je vais d'abord remercier l'ancien conseil municipal qui avait pris la décision de faire cette couverture du château. C'est une histoire dont on parle depuis très longtemps, je crois pour une quarantaine d'années. Mais maintenant, on est arrivé à sa réalisation. La nouvelle municipalité a décidé de continuer le chantier. Donc je tiens à remercier les 3 entreprises qui sont intervenues, M. Cantero, M. Bariac et M. Druyet. Le chantier sera bientôt terminé. On a décidé au niveau de la municipalité de poursuivre la couverture sur la suite du bâtiment, en attendant de prendre une décision sur l'utilisation de cette salle, à laquelle on vous conviera tous à la réflexion. On peut voir que c'est une salle splendide, immense, je pense dans laquelle on peut faire des tas de choses, mais ça c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard. Merci pour votre présence à cette visite et bonne journée. Voilà, pour l'histoire de la salle des hommages, elle a subi 2 incendies et depuis 1760, la toiture n'a plus été du tout reconstruite. C'est uniquement la partie centrale qui avait encore une couverture entre 2 guerres. Sinon, est-ce que quelqu'un va apporter des précisions historiques, Adeline? Alors merci. Modestement, pour les amis du château, on a pas mal travaillé sur l'ensemble du château. Donc oui, on peut... Alors on ne sait pas à partir de quand cette salle a été utilisée. On sait qu'elle est utilisée dans le château de Louis d'Arpajon, c'est-à-dire le château construit dans la première moitié du XVIIe siècle. Avant, il y avait bien entendu un château fort, mais peut-être qu'il y a des réemplois, puisque salle des hommages, le terme hommage, qui est le serment que le seigneur inférieur rend au seigneur suzerain, c'est plutôt un élément médiéval. On sait qu'il y avait une salle des hommages bien avant le XVIIe siècle. En tout cas, celle-ci date du XVIIe. Elle fait partie du château de Louis d'Arpajon. On le voit, ces grandes fenêtres. Et dans la continuité des travaux que Louis d'Arpajon a fait ici, sur cette butte, pour transformer le vieux château de ses ancêtres, le château fort, en un palais, on dirait quelque chose qui impressionne et qui présente beaucoup de luxe, vous pouvez imaginer la salle qui était au premier étage. Elle avait 2 cheminées, vous en avez une ici, on devine l'autre en face. On sait que cette salle, je n'ai pas mesuré, mais dans les textes, on dit qu'elle fait 24 mètres de long sur 12 de large, à peu près un tiers de l'étendue totale du château. Elle occupait l'équivalent de 2 étages. Vous voyez qu'il n'y a pas de plancher entre les fenêtres du premier et les fenêtres du deuxième. Donc une salle vraiment impressionnante, dont on connaît l'ameublement par un texte de 1659 qui nous dit qu'il y avait des lustres au plafond. On imagine ces lustres à Pampille. Il y avait des grands tableaux au-dessus des 4 portes, des portes de chaque côté des cheminées, des tentures d'Auvergne, des tapisseries d'Auvergne sur les murs et une grande table couverte de tapis d'Orient. Alors on est obligé d'imaginer ce que c'était puisqu'il n'y a plus du tout de traces de ce mobilier. Le château a été totalement dépecé après la Révolution. Voilà. Et donc c'est difficile d'imaginer une reconstitution à l'identique, mais il y a plein de projets possibles pour la suite. Voilà. Alors ici, on sait qu'il y avait des salles pour les besoins arrière-cuisine, et on sait qu'il y avait la salle également des archives, où étaient conservés les papiers de la famille d'Arpajon, mais également le costume que Louis d'Arpajon avait rapporté de Pologne quand il était en ambassade là-bas. Voilà, alors d'où les cheminées dans les pièces du rez-de-chaussée. Alors ces cheminées, elles sont en nombre... Alors, je suis peut-être trop longue. Ces cheminées sont en nombre très important et si vous regardez, elles ont toutes le conduit intégré au mur, ce qui semble avoir une autre fonction que de simplement chauffer les pièces du rez-de-chaussée, mais peut-être par le biais des conduits qui étaient intégrés au mur, chauffer la salle du premier. Parce qu'on imagine bien ce volume-là devait être impossible à chauffer autrement. Merci. Voilà, merci Adeline. Après cette tranche de travaux,
il est prévu justement de faire des fouilles archéologiques. C'est le conseil départemental, son service spécialisé, qui fera des recherches archéologiques ici. Et puis tout sera déblayé. Là, par exemple, la porte par laquelle on entre, c'est une fenêtre. Donc vous imaginez bien sûr tout ce qu'il faudra enlever. Bonjour à tous. Donc, je me présente, William Cantero, de l'entreprise de maçonnerie. Voilà, nous, sur la salle des hommages, on a rehaussé les arases que vous pouvez voir en haut. Vous pouvez voir ici sur l'état dont la salle des hommages était avant. Donc, nous avons rehaussé les maçonneries, changé les linteaux des fenêtres, certes presque tous les jambages qui avaient gelé avec le temps. Les linteaux, les arrière-linteaux. On a rehaussé les pignons et les cheminées, remonté toutes les cheminées. On a fait une chape étanche sur les cheminées et on les a fermées pour pas que l'eau s'infiltre, mais on a laissé quand même une bouche d'aération pour laisser respirer le bâtiment. Donc voilà, sur cette partie, il y a eu au moins 350 mètres cubes de pierres de pierres qui ont été changées, les moellons, pierres de taille, en comptant l'escalier que vous pouvez voir derrière vous. Que dire de plus après? On monte les échafaudages aussi. On a monté les échafaudages ici pour le couvreur et le charpentier. Après, quelque chose? Non. On a rejointé toutes les parties du bâtiment. Les pierres étaient creuses, donc elles tombaient. Donc on a rejointé au mortier de chaux. On a mélangé chaux grise et chaux blanche, naturelle, de la chaux naturelle, type Saint-Astier. Et après, voilà, maintenant on accompagne le charpentier et le couvreur pour les restes de travaux de maçonnerie qui se passent en haut. Oui, et les pignons, je crois qu'ils font, c'est pas 2 mètres? Ouais. 2 mètres. Oui, les pignons et le mur, déjà, les murs, ils font déjà plus d'1 mètre alors. 1,20 m. Eh? Voilà. Et Monsieur Poujol, qui connaît bien le bâtiment, mieux que moi même, il est né là. Donc, il connaît toute l'histoire du château. Et nous, on travaille là depuis 87 dans le château. Voilà, donc ça fait quelques années. C'est notre résidence secondaire, quoi. 87, j'étais pas là. Oui, il y a un peu de place, oui, mais il faut la chauffer après. Voilà, la charpente est en chêne. Et vous pouvez constater que l'entrée en bas, l'entrée c'est la grande pièce horizontale, est faite en 2 fois. Alors elle est faite en 2 fois parce qu'on était en concurrence avec Notre-Dame de Paris. Et vous aviez des émissaires qui passaient dans les campagnes pour rechercher les arbres les plus grands et les plus gros. Donc on est mal tombé. Non, il a fallu qu'on se débrouille avec le bois qui restait, entre guillemets. Et on a proposé à l'architecte en chef des monuments historiques de faire l'entrée en 2 fois avec un trait de Jupiter à double clé. Et l'étrier que vous voyez là-haut, enfin vous le verrez sur les photos, hein, c'est plus détaillé, est le seul élément métallique de la charpente. Tout le reste, il n'y a pas un boulon, il n'y a que des chevilles et des tenons. Un demi-entrée, une demi-poutre, pèse 1 tonne. La section, c'est 50 cm par 35 cm, c'est-à-dire, grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le volume d'une chaise. Voilà. Toutes les sections sont énormes. Hein. Vous avez 20-30 l'arbalétrier, 20-25 les contrefiches. Alors ça ne se voit pas parce qu'avec la perspective, ça paraît tout petit. Mais vous avez dehors quelques sections de bois qui sont en attente d'être posées, puisque lorsqu'on démontera la grue, il faudra finir la charpente. Voilà, c'est des sections assez énormes. Ça représente 60 mètres cubes de bois, c'est-à-dire 30 semi-remorques, 60 tonnes de bois, là-haut. Et ce bois vient du Massif central, hein, c'est des bois locaux, hein, ça ne vient pas de très loin. Alors, toujours pareil, réservant le beau bois à Notre-Dame de Paris, vous pouvez constater que certains bois ont quelques défauts, ont un peu d'écorce, un peu d'aubier, mais bon, là on a été obligé, l'architecte en chef a été obligé de l'accepter, puisque à l'époque, les meilleurs bois ont été réservés. Voilà. La grande difficulté, ça a été l'approvisionnement.
Parce qu'on nous a dit vous pouvez approvisionner un hélicoptère, mais un hélicoptère en altitude ne peut enfin les hélicoptères qui existent sur l'Aveyron ou sur la région ne peuvent soulever que 300 kg. Et donc 1 tonne, c'était impossible à soulever, sauf de faire venir un gros hélicoptère militaire qui aurait coûté un prix énorme. Alors on a fait tous des va-et-vient, on a fait 18 voyages pour monter tout le bois, avec un petit camion et une remorque, vous verrez sur les photos. Et ensuite, on a tout assemblé dessus, puisqu'on a tout taillé en atelier, on a assemblé à blanc, on présente tout, on marque, on cheville, on décheville, on démonte et on remonte. Et la grue n'étant pas assez puissante pour lever la ferme entière, on l'a assemblée grâce à la plateforme de Cantero, du maçon. On a tous assemblé, pièce par pièce, sur le chantier. Voilà. Toutes les pièces sont repérées, vous verrez le marquage de charpente qui est derrière, qui est un petit peu codé, c'est normal. C'est comme une recette de cuisine, hein. C'est très bon, mais on ne sait pas tout à fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, on a un codage un petit peu spécifique. Et tout est remonté sur place. Voilà. La charpente va supporter toute l'ardoise du collègue Bariac, qui vous dira le poids qu'il y aura dessus, à peu près. Que dire je pense que cette charpente, nous on nous demande une garantie de 10 ans. On suppose que ça durera plus longtemps. Bon, je pense que dans 200 ou 300 ans, elle sera toujours là, à part que l'incendie fasse comme il avait fait précédemment. Mais vous avez une charpente là qui est à vie, je veux dire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Non, c'est du bois. C'est-à-dire qu'on avait fait scier le bois il y a plus d'1 an pour qu'il se réessuie, puisqu'une poutre de 35 cm par 50, ça met 50 ans pour sécher, puisque ça, le séchage du bois, c'est 1 cm par an. Alors 50 ans, c'est pas vrai, puisque première année, ça fait 49, mais enfin bon, grosso modo, il faut 50 ans pour qu'il soit sec. Donc on l'avait fait scier 1 an avant. Il a passé un hiver sous les intempéries pour perdre un peu de tanin. Bon, il en a perdu, mais le problème du bois tannique, c'est que le bois, c'est comme nous. C'est-à-dire que on n'a aucune plaie, mais si on se fait une plaie, on saigne. Le bois, c'est pareil. On le travaille en atelier, il prend l'humidité, il se cicatrise, il ne coule plus. Si on le recoupe sur place, hop, ça fait une cicatrice, il perd son tanin et il tâche les murs. Comme vous voyez un petit peu sous l'entrée, là, vous voyez, il y a 2 taches. Voilà, mais ça se nettoie. C'est un petit coup de Karcher, mon ami Louis, là, qui est, je sais pas où il est. Passe un coup de Karcher avant de démonter l'échafaudage et ça disparaît. Voilà. Donc c'est pour ça que les pièces qui étaient en extérieur de la pile sont devenues grises avec les intempéries, et celles qui sont de l'intérieur sont restées de couleur claire. Voilà. Voilà, mais c'est un bois qui il a été abattu il y a 1 an, quoi. Voilà. Donc il n'est pas sec. Il est ressuyé, qu'on appelle, mais il n'est pas sec. C'était juste. C'était juste, oui. On avait aussi ce problème d'accessibilité. Voilà, puisque donc la poutre entière fait 2 tonnes, puisque une fois... Là, la ferme entière fait 3 tonnes. Donc rien que la poutre aurait fait 2 tonnes, et pour passer au-dessus du mur et avec l'encombrement, je pense qu'on n'aurait pas pu tourner. Donc dans un sens, Notre-Dame nous a rendu service. Voilà. Mais on nous aurait imposé 14 mètres. Bon, on se serait débrouillé, on a l'habitude, mais c'est vrai que ça nous aurait encore plus compliqué l'accès au château. Et au levage avec la grue, puisque la grue que l'on a mis en position est la plus grosse grue qui passait par le pont-levis, enfin par l'entrée, par le porche. Donc c'est vrai qu'elle est faible, elle ne peut pas tout soulever. Bon, elle nous a très bien rendu service, mais on ne pouvait pas aller plus haut. Donc elle aurait peut-être pu ne pas soulever la poutre de 2 tonnes. Alors là, il y a une interrogation, je vais dire, municipale et ministérielle, entre guillemets, de la DRAC. Soit on refait le mur et on fait un plancher style plafond à la française, comme ça devait exister. Soit on fait des poteaux. Alors, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, pense que si on fait des poteaux, on ne peut pas faire des poutres en bois. Ce qui est aberrant, parce que si on met un poteau, on peut mettre une poutre, comme j'ai fait là-haut, une grosse poutre qui porte les petites solives. Et eux opteraient pour des poteaux avec une dalle béton. Alors,
Je ne vous cache pas que si vous pouvez faire pression pour qu'on la fasse en bois, ça m'arrangerait. Hein? Bon. Voilà. Donc on va essayer, parce que il est là, Vincent. Parce que même au départ, si vous voulez, la charpente, quelqu'un avait dit qu'en bois, ce n'était pas possible. Et il voulait faire une charpente en béton ou métallique ou en lamelé collé. Et lorsqu'on a fait la chapelle, l'architecte en chef nous a demandé conseil et on a dit si, il est tout à fait possible de faire une charpente traditionnelle en chêne, comme autrefois. Le tout, c'est de trouver le bois et les gens qui savent le faire, c'est tout. Voilà. Et il nous a écoutés, pour ça on a un architecte en chef qui est quand même très à l'écoute. Il nous a fait confiance et on a fait une charpente traditionnelle. Voilà. Je pense que si on fait le pourquoi du comment, on devrait pouvoir recréer un plancher bois. Puisqu'on a des témoins là-haut, vous voyez, il reste des bouts de bois dans le mur, donc ce n'était pas une dalle béton. L'aubier prend la briette. L'aubier prend la briette. Logiquement, souvent quand l'insecte est dans le bois, c'est qu'il était dans le bois lorsque le bois était sur pied, puisque l'insecte ne vit que dans du bois vivant, donc en sève. Mais il finit son cycle une fois que le bois est coupé. Ce qui fait que si l'insecte a pondu dans l'arbre sur pied, et que nous on coupe l'arbre un an après, comme l'insecte vit 3 ans, enfin pas l'insecte, la larve vit 3 ans dans le bois, elle finit son cycle dans la poutre. Voilà. Après, elle se transforme en insecte et elle va pondre ailleurs et ça recommence. Mais c'est vrai que les aubiers que l'on voit, c'est pour ça qu'en principe on ne met pas d'aubier dans les charpentes. Mais bon, là il va cuissonner comme on dit un petit peu. Hein. Voilà. Mais vu la section de la poutre, il peut cuissonner. Hein. C'est pas... Il y a de quoi manger. Voilà, c'est ça. Après on sera sauvé. Mais c'est dommage. Oui. Mais enfin, on est tous les trois au même rythme, quoi, hein. On nous demande toujours des décennales, mais quand on travaille sur des sites comme ça, la décennale, elle est ridicule. On sait faire ou on ne sait pas faire. Voilà. Écoutez, pour ce qui est de la couverture, je vais vous demander de sortir dans la cour, quand vous aurez vu les photos que Daniel a affichées au fond, puisque nous, là, la couverture, elle est dessus. Alors, il a sectionné vraiment costaud, mais bon, il a quand même bien fait, puisque nous, la lose, grosso modo, là, on est à peu près à 120-130 kg du mètre carré. Donc là, on doit avoir, grosso modo, à l'arrivée, une 50aine de tonnes, quand le toit sera fini, qui seront sur cette charpente. Bon, alors là, on a stocké, vous pouvez voir, pas mal de palettes de lose, puisque les loses, on calibre non pas la largeur, mais la hauteur. Vous avez un petit exemple là. C'est-à-dire que ce n'est pas la largeur qui compte, mais la hauteur. Voilà un des premiers rangs en bas, puisqu'on démarre avec les plus grandes. On démarre avec les plus grandes et puis on termine avec entre guillemets, des cartes postales comme ça. Donc, on appelle ça une pose à pureau décroissant. Donc, on pose la lose avec des clous inox crantés. Donc, toutes les loses sont percées en partie haute. Et on monte progressivement, donc successivement en rétrécissant, c'est-à-dire qu'on démarre avec les grandes loses et plus on monte, plus on a des petits gabarits. Donc vous voyez, là c'est une qui est presque en haut et puis là ça c'est vraiment les derniers rangs. Voilà. Donc avant ça, une fois qu'on reçoit les loses, il faut donc les calibrer, donc par la longueur, comme je vous ai dit. Et en même temps, on finit de les tailler parce que quand elles arrivent depuis notre fournisseur, le carrier, elles ne sont pas complètement prêtes. Il faut finir de fignoler, de les peaufiner parce que c'est une taille un peu rustique, je vais dire. Et nous, à la pose, il faut que ça place que le plus possible. Donc, il faut que le chanfrein soit correct. Des fois même, elles sont cambrées et taillées à l'envers. Donc, celles qui sont taillées à l'envers, on les retaille. Mais globalement, il faut toutes les repasser et leur donner un petit coup. Voilà. Donc là, on a amené des maquettes, puisque là-haut, sur le toit, vous allez voir juste un démarrage, puisque nous, on a démarré il n'y a pas longtemps. Donc là, vous voyez une maquette avec de la lose de récupération du Kérol. Alors le Kérol, on a plutôt tendance à dire de l'ardoise, parce qu'elle est fine, un peu comme de l'ardoise d'Angers ou d'Espagne. Donc ça, c'est une maquette en Kérol. Là, c'est une maquette avec une lose qui tire plus sur le marron, qui est plus sur le Ségala. Si vous voyez tout à l'heure en tournant, vous verrez, on a mis sur cette maquette de l'ardoise calibrée d'Espagne, qui est très fine.
L'ardoise d'Espagne, ou à l'époque d'Angers, c'était un schiste pur qu'on appelle, alors que les schistes qu'on a ici, c'est des micaschistes. Si vous regardez, c'est des schistes où ça brille dedans, il y a du mica, donc ça a des reflets brillants. Enfin, si vous voulez vous la faire passer, voilà, c'est pas les lauses, toutes les lauses qu'on récupère en Aveyron, c'est pas des schistes purs. Voilà. Donc là, nous ici, la difficulté, c'est un peu comme dit Daniel en charpente, c'est pour approvisionner, parce que c'est un chantier très difficile d'accès. Donc on n'a pas pu mettre une grosse grue, on n'a pas pu mettre un gros télescopique. On a un tout petit télescopique pour pouvoir passer les palettes par les porches. Donc c'est assez compliqué, il faut faire des va-et-vient jusqu'en bas. Donc voilà, il faut s'adapter aux conditions du chantier. Sinon, après, techniquement, ce n'est pas le chantier le plus compliqué, puisqu'après, pour nous, il n'y a pas de lucarne, il n'y a pas de chiencis, il n'y a pas d'autre émergence. Par exemple, vous voyez, une lucarne capucine, par exemple, vous comprenez que là-dessus, il y a beaucoup plus de travail de taille. Là, c'est vrai que techniquement, c'est le chantier de lose. Alors, bien sûr, il faut savoir poser la lose, mais pour nous, ce n'est pas le chantier le plus compliqué qu'on ait eu à faire en lose. Et alors, vous pouvez voir que ce n'est pas un Aveyronnais qui a fait le toit, parce qu'il y a les fêtages à Lignolet, ce n'est pas quelque chose qui se fait en Aveyron. Alors, je réinsiste, peut-être qu'à la mairie vont m'entendre le deuxième coup, mais nous, on aimerait bien faire un toit à l'aveyronnaise et pas à la lozérienne, parce que ça, les fêtages à Lignolet, ce n'est pas du tout l'Aveyron. Ben, c'est les fêtages en terre cuite ou fêtages en zinc, mais pas de Lignolet. Là, elles viennent de la carrière de la Barthe. La carrière de la Barthe, c'est à côté de Pont-de-Grand-Fuel. Pour vous situer, si vous ne voyez pas où est Pont-de-Grand-Fuel, c'est à côté de Cassagne-Bégonniès. Donc il reste 3 carrières en Aveyron, il n'en reste plus beaucoup. À l'époque, les anciens ils prenaient ce qu'ils trouvaient sur place ou quelques kilomètres à la ronde. C'est pour ça qu'on voit en Aveyron beaucoup de loses différentes, parce qu'ils prenaient ce qu'ils avaient aux alentours, puisqu'il n'y avait pas des semi-remorques, bien sûr. Maintenant, il reste juste la carrière donc, de la Barthe, donc, qui est à côté de Pont-de-Grand-Fuel. Il reste une carrière à côté de la Croix-Barrès qui s'appelle Palatte. Et après, il y a une qui vient de réouvrir de nouveau, c'est le Quérol. Le Quérol, c'est en dessous la Yole. Voilà, et le Quérol a la propriété d'être beaucoup plus fine et beaucoup plus bleue. Vous pouvez d'ailleurs le voir là, même si c'est une maquette avec des vieilles loses du Quérol qui ont peut-être 150 ans, je ne sais pas, ou 200 ans. Mais vous voyez, elle a quand même une couleur bien distincte. Voilà. Et celle qu'on pose, vous voyez, elle tire plus sur le gris-marron. Enfin, vous pouvez voir là-haut et vous verrez mieux si vous montez sur la plateforme, le démarrage qu'on a fait, puisqu'on a démarré donc il y a quelques jours et on a dû faire environ 1 mètre, les quelques premiers rangs. Vous verrez en même temps justement l'avantage de voir le début, c'est que vous verrez un peu le principe de la pose, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Sur ce versant, il va y avoir une gouttière, vous le verrez là-haut, une gouttière cuivre, parce que ce côté, si on laisse tomber les eaux en pied de façade, là, comme il n'y a pas d'écoulement, ça pourrait tout détériorer. Et en même temps, l'avantage de récupérer cette eau, c'est qu'elle va aller dans la citerne. À terme, elle doit repartir sur la citerne. Et comme elle appuie sur le mur, il faut pouvoir faire une ressortie pour écarter. Sinon, vous auriez la gouttière plaquée pratiquement au ras du mur, si vous voulez. Donc on appelle ça un coyot. C'est pour permettre d'avoir une ressortie pour protéger les têtes de mur. Sinon, vous auriez carrément... le fond du toit s'arrêterait au ras du mur, pratiquement. Alors si vous voyez, on croise les rangs, sinon on ne serait pas étanche, parce que le principe de l'ardoise, c'est que c'est un empilage de pierres, ni plus ni moins. Et donc on tierce, c'est-à-dire que vous ne voyez à l'arrivée qu'un tiers de l'ardoise, si vous voulez. Et donc on croise les joints, bien entendu, pour un peu le principe des écailles de poisson, pour arriver à sortir l'eau.
Quand on a une lose aussi épaisse, il faut avoir vraiment beaucoup de pente. Si on a des toits comme dans le midi à 30%, on ne sort pas l'eau, on n'est pas étanche. Voilà. 70, là, 70%. Là, non, on a pratiquement du 100%. Là c'est pratiquement du 100%. 100%. Ouais, sur la partie haute. Après, au niveau du Coyo, il y a un peu moins, il doit y avoir 80 à peu près. Et vous mettez jamais un film en dessous? Si, le film, il est, si vous voyez la partie là-bas qu'on n'a pas pu faire avec à cause de la grue, vous avancez après là-bas, vous verrez, mais le film est dessous. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a sur les chevrons, on a posé le film en pose tendue avec un contre-lito, c'est-à-dire pour créer une surépaisseur et surtout que ça ventile bien. Oui. Et après la voulie, j'ai posé dessus. Normalement, le film, il vaut mieux le poser dessous, même si souvent, la plupart du temps, il est posé dessus. Mais il vaut mieux le poser dessous pour que tout respire bien. Et encore, en monument historique, maintenant, ils acceptent le film. Mais il y a 20 ans de ça, ils ne le voulaient pas. L'avantage du film, c'est que ça coupe surtout de la poudreuse, du vent et de la poussière. Vite que ça siphonne, ouais. Oui. Oui, mais voilà, surtout l'effet du vent, quoi, voilà, c'est ça. Après, un toit, il doit être étanche de par lui-même. Nous, on a fait des toits pour les monuments historiques. Par exemple, on a fait l'église de Rieux-Pérou il y a 30 ans, et il n'y avait pas de film, et il est encore étanche. Quoi, en fait. C'est l'ardoise, le savoir du couvreur qui fait que le toit est étanche. Il ne faut pas compter sur le film, quoi, pour l'étanchéité. Non, pas du tout. Elles sont toutes clouées avec des clous inox annelés. Alors pourquoi annelés? Parce que l'inox a tendance à être lisse et il ne s'oxyde pas. Donc c'est des clous annelés pour vraiment tenir à l'accroche. Et par contre l'avantage de l'inox, c'est que c'est inaltérable, quoi. Ça a une très très bonne tenue dans le temps. Donc l'avantage du peuplier, c'est qu'en plus déjà on n'a pas besoin de le traiter. Parce que bon, on a beau dire, mais les traitements, quand on regarde là, les composants des traitements, c'est pas neutre quand même. C'est quand même, il y a quand même pas mal de choses pas très sympas dedans. Donc l'avantage du peuplier, c'est qu'on n'a pas besoin de le traiter. C'est comme un chêne. Ce bois n'est pas traité et ça autant le peuplier n'a pas beaucoup de résistance comme un bois de charpente, mais comme support pour une voulige, il va très très bien. Ça. On disait à peu près, grosso modo, on va être à peu près à 50 tonnes là. On doit être à peu près là 120-130 kilos à peu près au mètre carré. La chenot, il y a un cuivre, on dirait. Oui, ça c'est du cuivre. Les monuments historiques aiment bien le cuivre pour tout ce qui est habillage. Ils préfèrent ça au zinc. Normalement, c'est une meilleure tenue dans le temps que le zinc. Bon, ça a quand même des propriétés par rapport au zinc, ça dilate moins, ça se comporte mieux par rapport au froid. Enfin, c'est vrai que on n'est pas tellement habitué en Aveyron à utiliser le cuivre, mais si vous allez du côté d'Annecy, Chambéry, là-haut, ils ont du cuivre partout. C'est vrai qu'avec le froid, ça se comporte bien. Ah mais non, quand on démarre en cuivre, il faut descendre en cuivre jusqu'en bas, parce que les deux métaux, ils ne font pas bon ménage. Ouais. Et ça va être un peu en fonction de la météo, parce qu'ici, aujourd'hui, il fait beau à peu près, mais mardi, là, justement, on avait une réunion, il y avait un vent à décorner les bœufs, et là, pour s'y tenir en haut, même quand on est des fois en bas, là où on était tout à l'heure, en maquette, on ne le sent pas beaucoup, puis dès qu'on monte en haut du toit, je peux vous dire qu'on le sent. Quoi. Voilà, on est en bas dans le village, on dit tiens aujourd'hui ça va le vent, et puis dès qu'on arrive là, et encore sur ce versant ça va, mais quand on est derrière là-bas, je peux vous dire que il y a des jours où ça souffle. Ouais. Ça me surprend même que vous ayez commencé par ce côté. Alors, on a commencé par ce côté. Par rapport à la saison. Alors non, enfin, normalement il aurait mieux valu qu'on démarre derrière. Ben, oui. Mais on a démarré de ce côté juste un peu à cause des journées du patrimoine, parce que quand ils nous ont dit qu'on faisait ça, on a dit si on fait la journée mais que nous, il n'y a rien à montrer, c'est quand même un peu dommage. Donc on a dit, bon, tant pis, on va démarrer de ce côté. Mais bon, nous, le souhait, c'est que fin novembre, on ait étalé le maximum de l'ose et qu'après, on choisisse un peu les jours en décembre s'il faut pour terminer. Mais nous, le souhait, c'est que le fin novembre, on ait avancé. Mais après, ça va être un peu en fonction des conditions météo, parce que s'il pleut trop,
on trace parce que bon, les loses là, si vous faites attention, elles sont quand même bien alignées. Donc on trace. Mais quand on trace, s'il pleut, ben, on voit rien, donc on ne peut pas. Et donc voilà quoi. Donc nous, le mieux, ça serait qu'on ait fait le tour en atelier. Mais bon, 50 tonnes en atelier, vous comprenez bien que ça ne marche pas.